Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les tutos à maths. Aujourd'hui, on accueille Julien Tardieu. Julien Tardieu est ingénieur de recherche en psychoacoustique à la Maison des sciences de l'homme de Toulouse. Il travaille dans une plateforme expérimentale, un plateau technique dédié à la recherche en acoustique, où il travaille avec des psychoacousticiens ou des linguistes sur des expériences sur la perception du son et autres. Et on l'accueille aujourd'hui pour aborder un point qui nous a semblé intéressant de traiter, c'est celui en fait des enregistrements dans la recherche en sciences sociales, dans différentes disciplines. On a besoin de recueillir la parole des personnes à l'aide d'enregistreurs. Et souvent, ou de temps en temps, on a un matériel audio qui est de plus ou moins bonne qualité, et surtout quand il est de mauvaise qualité, c'est un peu gênant parce qu'on a du mal à comprendre le mot ou le sens d'une phrase, et on revient dessus régulièrement pour être sûr de bien entendre ce que la personne a dit, de manière à bien le transcrire. Et donc en fait, on va aborder ce problème-là de la prise de son dans les entretiens de recherche ou dans les sciences sociales en général, de savoir un peu comment on peut améliorer ou quelles sont les erreurs à ne pas faire lors de cette phase d'enregistrement. Donc Julien, je te laisse la parole pour intervenir sur la prise de son en sciences sociales. Je pense que tu pourras des questions éventuellement au fur et à mesure de ton exposé. En tout cas, après ta présentation, on aura un temps d'échange sur la prise de son en sciences sociales. Voilà, donc Julien, je te laisse la parole. Eh bien, merci Benoît, merci au réseau Mathé d'avoir fait appel à moi pour ce tutoriel. Donc, comme disait Benoît, moi je fais de la recherche en psychoacoustique. Donc, la prise de son, c'est quelque chose, c'est une pratique de mon métier, c'est-à-dire que c'est un outil que j'utilise dans le but de préparer les expérimentations sur la perception des sons. Et cette présentation-là que je vais faire aujourd'hui, bon, je l'ai constituée pour aujourd'hui, hein, c'est pas une présentation que je fais régulièrement, donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc je vais essayer de brasser un petit peu les grands points que j'estime être importants lorsqu'on veut faire de la prise de son de qualité, et en particulier donc pour les sciences sociales. Donc j'avais mis dans le résumé, enfin le petit texte qui accompagnait la présentation sur le site de Mathé, j'avais mis que c'était essentiellement de la prise de son d'entretien. Donc vous m'arrêtez hein, si je me trompe, mais pour moi voilà, c'est de la prise de son d'entretien, donc de la parole qu'on souhaite réécouter ensuite pour transcrire ce que les personnes ont dit lors de l'entretien. Et j'imagine qu'il y a différents types d'entretien, différentes situations d'entretien, et c'est bien ça qui peut poser des soucis au niveau de la qualité de prise de son. Alors je vais commencer par, il y a en gros 4, on voit à gauche là de ma présentation, je ne sais pas si vous la voyez, 4 grandes parties. On va commencer par écouter des choses. J'ai fait des essais de prise de son pour qu'on commence par écouter des choses, pour que tout le monde ait une idée un petit peu de qu'est-ce que c'est que la qualité d'une prise de son. Ensuite je parlerai un petit peu des microphones, des différents types de microphones, et quel est l'impact des différents types de microphones sur la qualité de l'enregistrement. On parlera un petit peu de son, alors j'essaierai de ne pas être trop théorique, mais je rappellerai un petit peu quelques bases sur le son de manière générale, mais aussi sur la perception de manière générale et sur la parole, puisqu'on parle de parole à enregistrer. Je vais juste décrire très brièvement les grandes caractéristiques du son de parole, et qui donc sont importantes à enregistrer et qui donc déterminent les techniques de prise de son qu'il faudra choisir pour que la parole soit bien transcrite. Et enfin, alors ça sera peut-être aussi sous une forme plus de discussion, j'essaierai de discuter avec vous. J'ai essayé d'imaginer des différentes situations à enregistrer, et j'en ai déduit, on va dire, le matériel idéal qu'il faudrait avoir dans son sac pour enregistrer dans ce genre de situation. Donc je vais vous faire une écoute tout de suite. Donc là j'ai basculé sur une autre application. Je peux en parler en détail, mais c'est pas vraiment ça le propos. Donc là j'ai
3 lignes là, 3 prises de son avec 3 matériels différents, mais qui ont tous enregistré la même situation. Donc j'avais trois appareils qui enregistraient en même temps, et je vais vous montrer. On va essayer, j'espère que ça va marcher. On va essayer d'écouter les différences. Donc on va écouter la première prise de son. Vous me dites si vous me faites signe si vous entendez pas, et je vais couper mon micro pour que vous entendiez mieux. Voici un nouveau test d'enregistrement avec 3 systèmes de prise de son différents, un dictaphone, un microphone posé devant moi et un enregistreur stéréo. Est-ce que vous avez tous entendu? Oui? Ouais, on a très bien entendu. Est-ce que tu peux préciser le dictaphone et enregistreur stéréo pour que ce soit clair pour tout le monde? Bien entendu, mais c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, ce que vous avez écouté, c'est enregistré avec un microphone type microphone d'interview. C'est un gros microphone qui est facile à prendre en main, branché sur un enregistreur numérique portable. D'accord? Maintenant, je vais basculer, je vais faire écouter la même prise de son enregistrée cette fois-ci avec, je vais cacher la marque, avec ce petit enregistreur-là qui est un dictaphone qui est apparemment, selon mes sources, souvent utilisé dans les entretiens en sciences-sociales. Donc c'est la même prise de, enfin, c'est le même moment, c'est la même phrase qui a été enregistrée avec cet appareil-là. Ah mince. Hop, j'ai un petit souci technique. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui fait n'importe quoi. Ah oui, alors attends. Ok. Donc, vous voyez toujours l'application avec le son. Je vais couper mon micro et on écoute cette fois la même prise de son faite avec cet enregistreur-là. C'est parti. Voici un nouveau test d'enregistrement avec 3 systèmes de prise de son différents, un dictaphone, un microphone posé devant moi et un enregistreur stéréo. Ok, alors normalement vous avez entendu une différence de qualité qui n'est pas négligeable et qui est due donc à la différence de microphone, de système de conversion, enfin voilà, c'est vraiment ce système technique-là qui donne cette prise de son-là. Et la troisième prise de son qu'on a, qui est dessous, c'est toujours avec le même enregistreur que j'ai montré tout à l'heure. Alors je ne me vois plus. Pourquoi? C'est pas grave. Donc c'est toujours le même enregistreur, mais cette fois c'est fait avec les microphones qui sont intégrés à l'enregistreur. D'accord? Donc c'est une prise de son stéréo. J'expliquerai après la différence. Donc on écoute. Voici un nouveau test d'enregistrement avec 3 systèmes de prise de son différents, un dictaphone, un microphone posé devant moi et un enregistreur stéréo. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là les différences de qualité? Donc la prise de son du milieu, enfin l'enregistrement du milieu, c'est celui qui est fait avec l'appareil le plus qui dégrade le plus la qualité, comme on peut l'entendre. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Seulement, vous l'avez sans doute remarqué, la prise de son que j'ai faite là, c'était dans mon bureau en fait, donc c'était dans le silence. J'imagine que les prises de son qui sont faites en sciences sociales se font le plus souvent avec la présence d'un bruit de fond. Donc j'ai répété la même expérience, mais cette fois dans un lieu avec du bruit de fond. Et donc je vais refaire écouter des enregistrements. Donc c'est pas la même phrase, mais on va dire que c'est à peu près le même contenu. Cette fois enregistré dans un restaurant entre midi et 2 avec beaucoup de bruit de fond. Donc, on commence par toujours le microphone à main, branché sur l'enregistreur numérique, et ça donne ceci. Et donc là, c'est un autre test d'enregistrement avec beaucoup de bruit de fond dans un lieu avec beaucoup de monde. C'est un restaurant, entre midi et 2.
Voilà, je vais basculer tout de suite sur la prise de son avec le dictaphone numérique. C'est parti. Et donc là, c'est un autre test d'enregistrement avec beaucoup de bruit c'est un restaurant. Voilà, et la dernière piste, c'est donc toujours l'enregistreur, mais ce n'est plus le micro à main, cette fois c'est les micros qui sont intégrés à l'enregistreur. Et donc là, c'est un autre test d'enregistrement avec beaucoup de bruit un restaurant. Voilà. Alors, si vous voulez que je rejoue, si c'est pas très clair, vous le dites, n'hésitez pas. Mais bon, l'idée là, c'est de montrer par un exemple que le choix technique du système de prise de son peut avoir un impact quand même assez fort dans des conditions qui sont compliquées, les conditions avec bruit de fond. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la prise de son du milieu, donc celle avec le petit dictaphone, il y a des moments où on a beaucoup de mal à comprendre ce qui est prononcé. Donc imaginez-vous dans une situation où vous devez transcrire ce qui a été dit, ça paraît très compliqué. Donc voilà un petit peu le point de départ. Et je reviendrai plus tard sur la comparaison de ces prises de son là, mais voilà le point de départ. J'ai montré deux extrêmes un petit peu. Voilà une prise de son que j'estimais de très bonne qualité, enfin en tout cas qui permet une transcription précise, donc avec un micro posé, enfin près de la bouche du locuteur. Et cette situation, enfin ce dispositif là permet une meilleure transcription après. Ok. Donc je rebascule sur la présentation. Tout le monde voit la présentation maintenant, ouais. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des différences comme ça et qu'est-ce qui fait que certains types de matériel ont du mal dans certaines situations? Alors il faut pour ça, je pense, ça me semble intéressant de voir un petit peu les différences techniques qui existent entre les différents types de microphones. Et je souhaitais commencer par rappeler déjà qu'est-ce que c'est qu'un microphone. Le microphone transforme l'énergie acoustique, c'est-à-dire le son qui est dans l'air, il le transforme en énergie électrique. Donc c'est ce qu'on appelle un transducteur. Il transforme l'énergie, il transforme l'acoustique en électrique. C'est-à-dire qu'après le microphone, on a un câble qui transporte le signal électrique jusqu'à l'enregistreur. Et il y a plusieurs types de transducteurs. Alors ce que j'appelle transducteur, c'est microphone, c'est un autre terme, mais c'est la même chose. Hein. Il y a plusieurs façons de transformer l'acoustique, le son en électrique. Et là, j'en ai présenté deux grands types de transducteurs. En haut, on a ce qu'on appelle un transducteur dynamique. Pour ceux qui ont déjà démonté un micro ou ceux qui ont déjà démonté un haut-parleur, ça fonctionne exactement comme un haut-parleur, en fait. C'est-à-dire qu'on a une bobine de fil enroulé qui est enfichée dans un aimant. Et la variation de mouvement de la membrane qui est provoquée par la variation de l'acoustique génère un petit courant électrique. C'est l'inverse du haut-parleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les transducteurs au microphone dynamique. Ils ont l'avantage d'être très résistants et d'être très résistants par rapport au fort volume. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très forts volumes et c'est pas un problème, le micro va résister. Dessous, on a un autre système technique, une autre façon de transformer l'acoustique en électrique. C'est un transducteur qu'on appelle électrostatique et qui est basé sur le principe de deux grilles qu'on voit en vert et en rouge ici, deux grilles électrifiées. Entre les deux, il y a la membrane qui vibre en fonction du son que j'envoie sur cette membrane. Donc, je parle dans le micro, la membrane vibre et elle fait varier un petit courant électrique qui est généré entre ces deux grilles. Ce type de microphone-là est beaucoup plus précis, donc permet d'enregistrer des choses avec très peu d'intensité sonore. Donc, on utilise beaucoup ça en studio, par exemple, quand on veut enregistrer des sons faibles. Mais c'est beaucoup plus fragile, beaucoup plus cher aussi,
et ça nécessite une alimentation. Alors ça, c'est une alimentation, c'est pas tellement un problème parce que la plupart des enregistreurs numériques proposent d'alimenter aussi le microphone. Donc voilà les deux grands types. Alors j'ai mis 3 petits points parce qu'il existe, le monde du microphone est un monde assez vaste, mais je pense que c'était pas la peine d'aller trop dans le détail. Donc voilà les deux grands types de microphones qui ont chacun un impact sur leur utilisation dans la suite des opérations. Un autre paramètre que j'estime être assez important quand on veut faire de la prise de son de voix ou de la prise de son d'ambiance ou de la prise de son d'instruments de musique, c'est ce qu'on appelle la directivité. Alors, il faut comprendre qu'un microphone, comme celui que j'ai présenté ici, donc là, le microphone est situé dans la tube et il a ce qu'on appelle une sensibilité spatiale, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'il capte mieux que d'autres. C'est ce qu'on appelle la directivité. Donc il y a une zone autour du microphone. Excuse-moi, je pense qu'il y a un ou une des participantes qui a gardé son micro activé. Ah. Et on entend. Et qui est en train de téléphoner. Monique en bruit de fond. J'essaye de trouver qui c'est. Je vais couper tout le monde. Je pense que ça va être. Ouais. Bon. Désolé. Pas de souci. Alors, la directivité d'un microphone, ça indique la direction privilégiée que va capturer le microphone. On a 4 grands types de directivité qui sont dessinés ici avec ces petits diagrammes. On a en haut à gauche la directivité omnidirectionnelle, c'est-à-dire que le microphone prend le son, il n'est du coup pas sensible à la direction, il capture l'énergie tout autour de lui, d'accord? Peu importe l'incidence de la source. C'est-à-dire que si je parle comme ça ou si je parle comme ça, le microphone ne verra pas la différence. On a en haut à droite la direction, ce qu'on appelle cardioïde, où là il y a une direction qu'on appelle directionnelle parce qu'il privilégie l'incidence frontale, on va dire qu'il prend mieux ce qu'il y a devant que ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un avantage qui est assez fort pour la prise de son, c'est que quand on est dans un environnement bruité, avec du bruit de fond, si on met ce microphone en direction de la personne qu'on veut enregistrer, ça captera mieux la personne que le bruit de fond qu'il y a autour, d'accord? Parce que le micro a une directivité dirigée vers l'avant. Ensuite, on a en bas à gauche et à droite, en bas à gauche, on a ce qu'on appelle hypercardioïde. Donc c'est comme le cardioïde, donc c'est directif comme cardioïde, mais encore plus, d'accord? C'est-à-dire que c'est à un degré supérieur. C'est-à-dire que ça annule encore plus les bruits environnants et ça privilégie encore plus ce qu'il y a devant. Et un dernier exemple de directivité qu'on trouve souvent dans les microphones, c'est bidirectionnel, ou figure de 8 en bas à droite, où là le microphone est sensible à ce qui se passe devant, à ce qui se passe derrière, mais il ignore ce qu'il y a à droite et ce qu'il y a à gauche. D'accord? Alors, je peux faire un autre essai, mais je sais pas, j'ai jamais essayé, on va essayer, parce que le microphone qui m'enregistre en ce moment, je peux modifier la directivité du microphone. Donc à l'heure actuelle, là, en ce moment quand je suis en train de parler, le microphone est en directivité hypercardioïde. C'est-à-dire qu'il est pointé vers moi et il privilégie le son qui vient de ma voix et il annule un petit peu ce qu'il y a autour, derrière le microphone et sur les côtés. Donc je vais changer la directivité, je vais le mettre en omni et normalement, je vais continuer à parler. Normalement, l'effet que vous devriez entendre, c'est que vous allez entendre un peu plus la réverbération du lieu, d'accord? Voilà, là j'ai changé la directivité du microphone. Bon, je ne sais pas si c'est très parlant, parce que j'ai pas fait, là c'est un test en live, on va dire, j'ai pas entendu. Donc faites-moi peut-être un signe de tête si vous entendez, est-ce que vous entendez un peu plus la réverbération du local? Après, je ne sais pas ce que WebEx applique comme compression dans le signal, donc je ne sais pas si ça passe. Mais en tout cas, c'était pour vous donner un exemple de changement de qualité de son quand on change la directivité du microphone. Bon, alors après, ça dépend aussi des systèmes d'écoute qu'on a localement. Oui, bien sûr. Du coup, moi, avec ma petite barre de son délivrée par mon fournisseur informatique, oui. on est moins sur ta voix. D'accord. On entend... Je suis repassé en hypercardioïde, donc normalement on entend un petit peu plus distinctement ma voix. Mais encore une fois, là, c'est peut-être
D'accord, ok. Donc voilà un autre paramètre à prendre en compte. Lorsqu'on veut utiliser un microphone pour faire une prise de son, il faut tenir compte de sa directivité pour savoir comment bien placer le micro, bien orienter le microphone lorsqu'on veut enregistrer un locuteur ou un ensemble de locuteurs. Il y a, alors attendez, donc je continue. Et un dernier aspect qu'il faut avoir un petit peu en tête aussi, mais qui est peut-être pas primordial pour la prise de son en sciences sociales, c'est la réponse en fréquence. C'est-à-dire que de la même façon que le micro a une sensibilité spatiale, c'est-à-dire qu'il privilégie certaines zones de l'espace par rapport à d'autres, il a aussi ce qu'on appelle une réponse en fréquence, c'est-à-dire qu'il y a certaines fréquences qui peuvent être privilégiées. Alors je dis qu'ils peuvent parce que ça dépend un petit peu des situations. Là, j'ai fait un petit schéma en haut à droite ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Qui différencie un petit peu la réponse en fréquence selon la taille du microphone. Est-ce que c'est un petit microphone ou un plus grand microphone? Les plus grands microphones ont tendance à atténuer un petit peu les hautes fréquences. Je parlerai après quelle incidence ça peut avoir sur la qualité du son. Mais pourquoi je parle de ça? C'est pour ce qui est marqué en dessous, ce qu'on appelle l'effet de proximité. Tout à l'heure, je parlais des microphones cardioïdes qui sont très pratiques parce qu'ils privilégient les sons qui viennent de devant par rapport au microphone. Donc c'est très pratique lorsqu'on enregistre dans du bruit de fond pour annuler les bruits environnants. Mais ce type de micro, les micros cardioïdes, enfin la directivité cardioïde, a un effet qu'on appelle effet de proximité, c'est-à-dire une exagération des sons graves quand je me rapproche du microphone. D'ailleurs, je suis en train d'imaginer là que je peux faire l'essai tout de suite. Quand je me rapproche du microphone, là je suis à quelques centimètres du microphone, et normalement vous devriez avoir une exagération des graves, si tant est que vous puissiez bien les entendre avec votre casque. Donc c'est schématisé dans le... Ça marche, oui? Ça marche, ouais. C'est schématisé en bas à droite par ce petit graphe où on voit à gauche les basses fréquences, à droite les hautes fréquences. Et plus je me rapproche du micro, plus j'amplifie les hautes fréquences, les basses fréquences, pardon. Donc ça a un impact très important lorsqu'on fait de la prise de son pour de l'analyse acoustique ou pour des études en perception, parce que ça peut changer très nettement le timbre de la voix, ça peut le rendre beaucoup plus grave, donc ça peut ne pas être voulu en fait, donc il faut faire attention à ça. Et ça peut aussi détériorer l'intelligibilité si vous voulez faire de la transcription après. Donc c'est un phénomène à prendre en compte lorsque vous utilisez les microphones cardioïdes. Donc voilà pour des aspects qui moi me paraissent... Alors c'est pas exhaustif, il y a d'autres aspects importants dans la description des microphones. Moi c'est les aspects qui me paraissaient importants à présenter aujourd'hui. Ce que je souhaitais présenter aussi, c'était quelques grandes problématiques liées au son, à la perception et à la numérisation du son. Donc c'est ce que j'ai regroupé dans cette partie sur le son. Alors c'est peut-être des rappels pour certains, je ne sais pas du tout quel est votre niveau de connaissance concernant le son. Donc je rappelle que le son, c'est une vibration de l'air produite par une source de bruit. Donc là ici, c'est ma voix, mais ça peut être une porte qui claque ou une voiture qui passe. Donc dans tous les cas, on a une source de bruit qui vibre dans l'air et la vibration se transmet dans l'air et arrive jusqu'à mes oreilles. Et cette vibration fait vibrer mon tympan qui transmet ensuite la vibration au reste du système auditif. Donc je ne vais pas aller dans les détails. Mais c'était pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que c'est que ce graphique à droite? C'est ce qu'on appelle un graphique qui présente les limites de l'audition en termes de fréquence et d'intensité. Alors la fréquence, ou plutôt les fréquences, ce sont c'est l'unité qui permet
de décrire si le son est plutôt grave ou plutôt aigu. Donc les fréquences basses à gauche du graphique sont les sons graves, et les fréquences à droite sur le graphique sont les fréquences aiguës. Ce qu'on a en noir ici, c'est le seuil d'audibilité. D'accord? C'est les sons les plus faibles qu'on est capable d'entendre en fonction de la fréquence. Et quelque chose d'assez remarquable, si vous ne le remarquez pas, c'est que ce seuil d'audibilité, il est en U en fait. Il n'est pas du tout plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sons graves sont plus difficiles à entendre que les sons médiums, ici autour de 1000 Hz, et de même les sons très aigus. C'est-à-dire que pour entendre un son grave à la même intensité perceptible qu'un son médium, il faut le mettre beaucoup plus fort. D'accord? Ça, c'est ce qui est présenté ici par le seuil d'audibilité. En rouge, on a le seuil de douleur, qui est beaucoup plus plat que le seuil d'audibilité. Ça, c'est le seuil au-delà duquel l'oreille peut être détériorée si je me trouve dans cette zone-là. Donc ça, entre le noir et le rouge, c'est ce qu'on appelle les limites de l'audition en fréquence et en intensité. Un son qui n'est pas dans cette limite-là, enfin qui est en dehors de cette zone entre le noir et le rouge, soit on ne l'entend pas, en dessous là, soit il détériore notre oreille de manière irréversible. Et à l'intérieur de cette zone, il y a tous les sons qu'on est capable d'entendre, en tout cas pour l'oreille humaine. Et schématisé ici, on a en bleu et en vert deux zones. Ce sont les zones audibles qui sont le plus souvent sollicitées pour deux types de sons. Alors il y a la musique qu'on appelle, la musique orchestrale, c'est-à-dire la musique de manière générale utilise cette partie-là, mais bon, c'est très schématisé, hein, mais utilise cette partie-là de nos capacités auditives, et alors qu'une conversation, c'est-à-dire la parole là, qui nous intéresse, nous, pour l'enregistrement de l'entretien, une conversation à 1 mètre de l'auditeur utilise cette zone-là, donc une zone beaucoup plus réduite en termes de fréquence, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Donc les conversations utilisent une gamme de fréquences beaucoup plus réduite par rapport à ce qu'on est capable d'entendre. Et la parole aussi produit des intensités sonores beaucoup plus faibles que ce qu'on est capable d'entendre. Et ça, donc, ça a une incidence sur le contenu, on va dire, fréquentiel de la parole. C'est ce qui m'amène à la slide suivante. Donc, voilà, les fréquences qu'on appelle utiles, c'est-à-dire celles qui vraiment nous intéressent pour la parole, sont les fréquences comprises entre 250 et à peu près 8000 Hz. Mais ça, c'est vraiment très, très, très général. Et les intensités qui nous intéressent aussi vont de 40 décibels pour une voix chuchotée à 80 décibels pour une voix criée, avec une moyenne autour de 60-65 décibels. Là, si on mettait un sonomètre, un appareil qui mesure l'intensité du son, on verrait une intensité aux alentours de 60-65 décibels à côté de moi. D'accord? Voilà. Donc ça, ce sont en fréquence et en intensité, ce sont les deux, on va dire, la gamme de fréquences et d'intensité les plus souvent utilisées pour la parole. Donc c'est ça qu'on va essayer d'attraper avec une prise de son. Ensuite, les deux derniers points là de cette liste expliquent un petit peu comment fonctionne la parole. Donc, de manière très synthétique, on a un excitateur, c'est-à-dire quelque chose qui vibre au fond de la gorge, qui s'appelle le larynx. Ça fonctionne un petit peu, alors pour les musiciens, ça fonctionne un petit peu comme une hanche double d'un hautbois, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est serré comme ça, et quand on envoie de l'air, ça le fait vibrer très vite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en acoustique l'excitateur. Et ensuite, à la suite de cet excitateur, on a un résonateur qui est composé de la cavité buccale, d'accord? Et c'est en bougeant la bouche que j'arrive à fabriquer différents phonèmes, différents sons de la parole. Ce qu'on appelle les formants, ce sont ces résonances-là dont je parle, et qui sont associées à chaque son de la parole dans une langue donnée. Et ce sont ces formants-là qui sont déterminants pour être à minima
reconnaissable comme étant de la parole. Si la prise de son n'est pas capable de récupérer ces formants-là, de récupérer les fréquences utiles, on va avoir ensuite beaucoup de mal à comprendre ce qui est dit. Et c'est ce que j'ai essayé de schématiser là sur les graphiques qu'on a à droite. Ces 3 graphiques là qui sont en colonne comme ça sont ce qu'on appelle des sonagrammes. C'est une représentation de la fréquence en fonction du temps. Donc on a le temps qui avance horizontalement et on a la fréquence qui est présentée verticalement. Et vous pouvez, alors c'est le même enregistrement qu'on voit dans chacune des analyses, seulement ça n'a pas été fait avec le même matériel. Et ce que j'appelle les formants, c'est-à-dire ce qui permet de différencier un A d'un O, d'un I, d'un U, ce sont ces petites bandes qu'on voit. Alors je ne sais pas si vous voyez, alors attendez, non, peut-être que je peux faire ça. Ce sont ces petites bandes qu'on voit ici. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dessiner ou pas? Mais pour moi, c'est très clair. Enfin, même sur un petit écran, on voit bien les. D'accord. Et ces petites bandes-là, voilà. Ça, par contre, qu'on voit ici. Alors, je dessine très mal. Hein, et comparé à ce que je vois ici. Voilà, c'est ça que j'appelle les formants. Ce sont les résonances de la bouche et qui sont différentes en fonction du son que je fais. Si je fais un A, un O. Et je ne sais pas si c'est clair, mais sur le dessin d'en bas, là, on les voit très faiblement. C'est-à-dire qu'elles sont très peu présentes dans l'enregistrement, alors que l'analyse est la même, le réglage, les réglages de l'analyse sont les mêmes, la précision temporelle et fréquentielle, les précisions temporelles et fréquentielles sont les mêmes dans les 3 analyses. Mais il se trouve que cette prise de son-là, on entend beaucoup moins, enfin en tout cas, on distingue beaucoup moins les formants de la parole. Alors je vais vous faire écouter ces 3 prises de son. Donc la première, ah mince, annotate. Voici un nouveau test de prise de son. Vous avez entendu? Oui. Et là, je vais passer directement à la dernière. Voici un nouveau test de prise de son. Donc voilà, on est toujours sur la même, les mêmes différences de matériel. La première prise de son, c'était, si je me souviens bien, c'était donc le microphone posé devant la bouche. Et la dernière, c'était le dictaphone numérique posé à quelques centimètres de la bouche aussi. Et on peut voir, alors à la fois on l'entend, mais en plus de ça on le voit dans l'analyse, la qualité de la parole est fortement dégradée. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Donc ça c'était pour, on va dire, des explications sur le son et sur la parole, sur les éléments du son de la parole qu'il est nécessaire de surtout ne pas détériorer si on veut être en mesure ensuite, lorsqu'on écoute l'enregistrement, si on veut être en mesure ensuite de faire une transcription correcte. D'autres aspects qui me semblent être importants de rappeler concernent l'écoute. C'est-à-dire que là j'ai parlé de parole, de production, de son. Maintenant je vais parler un petit peu d'écoute. Donc j'ai présenté les limites, les capacités auditives humaines. Il y a quelque chose qu'on oublie peut-être un petit peu trop souvent, mais c'est que lorsqu'on écoute des sons, lorsqu'on écoute de la parole dans un entretien, sans passer par un microphone, mais avec nos oreilles, c'est que justement on a 2 oreilles. Et c'est que l'humain, il est habitué à écouter, normalement, hein, s'il n'y a pas de surdité, il est habitué à écouter de la parole avec ses 2 oreilles. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une écoute naturelle qui est spatialisée. C'est-à-dire qu'on entend, la plupart du temps, hein, on entend, quand on écoute quelqu'un parler, il est dans une pièce, il est devant nous, derrière nous, à droite, à gauche, il est quelque part dans l'espace, et nos 2 oreilles nous permettent de percevoir cette spatialisation de la source. C'est ce que j'ai essayé de faire là avec ces jolis dessins. L'oreille est capable, enfin l'humain est capable de percevoir ce qu'on appelle l'azimut, c'est-à-dire la position de la source dans le plan horizontal, mais aussi l'élévation, c'est-à-dire est-ce que le son est au-dessus de ma tête ou devant moi, et on est aussi capable de comprendre des choses sur l'espace, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une grande pièce, une petite pièce avec des murs avec peu de réverb, beaucoup de réverb, etc. Et c'est vraiment nos 2 oreilles, c'est le fait d'avoir 2 oreilles qui nous permet
qui nous permet de comprendre tous ces aspects de spatialisation. Alors pourquoi je parle de ça pour la prise de son? C'est pour parler de ce qu'on... En prise de son, ça se traduit par la stéréo, c'est-à-dire que si j'enregistre avec un seul microphone, vous comprenez bien que je ne pourrais pas, si j'écoute cette prise de son-là, je serais incapable de savoir si le locuteur il était à droite ou à gauche du microphone. Alors ça peut ne pas être intéressant, mais ça peut être intéressant de savoir, d'avoir toujours cette information-là. C'est pour ça qu'en prise de son, on parle aussi de stéréo, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux microphones, comme celui qui est présenté ici sur cet enregistreur, qui est une façon de disposer. Donc il y a deux microphones, je ne sais pas si vous voyez, il y en a un dessus et un dessous, et ils sont positionnés d'une certaine façon. Il y a plusieurs façons de faire de la prise de son stéréo. Mais voilà, si on veut récupérer les informations de spatialisation, il faut à minima avoir deux microphones pour être capable ensuite, lorsqu'on réécoute la prise de son, c'est-à-dire que le microphone 1, je vais l'écouter avec mon oreille droite, le microphone 2, je vais l'écouter avec mon oreille gauche, et je serai en mesure de savoir si le son venait de la droite ou de la gauche. Je dis à minima parce que on peut aussi faire des prises de son avec plus de microphones. Ici, nous, sur la plateforme, on a d'autres types de microphones pour faire de la prise de son spatialisée en 3D. Bon, j'en parlerai pas ici, mais on peut encore augmenter la qualité de la prise de son en termes d'espace. Ensuite, donc là, je parlais de spatialisation, c'est-à-dire que c'est l'information de spatialisation, c'est-à-dire la position de la source dans l'espace. Il faut au minimum deux microphones pour le capturer. Il y a un autre aspect qui est important, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est la réverbération. Ça, c'est quelque chose après vous me direz dans les questions si ça vous concerne ou pas, mais il me semble que lorsqu'on veut enregistrer de la parole dans un lieu fermé, en tout cas, dans une pièce, dans une salle de classe par exemple, ou dans un hall de gare, il faut absolument tenir compte de la réverbération du lieu, parce que ça a un impact direct sur la qualité de la prise de son, et plus précisément, ça peut avoir un impact négatif sur l'intelligibilité et de la parole que vous allez enregistrer. Donc là, j'ai schématisé en quelques éléments importants comment fonctionne la réverbération pour que éventuellement que vous puissiez en tenir compte lors d'une prise de son. Donc, qu'est-ce que c'est que la réverbération? C'est les interactions entre la source de bruit et l'espace dans lequel cette source de bruit est en train de faire du bruit, hein, très, très, très simplement. Et on distingue trois éléments importants dans la réverbération. Le son direct, c'est schématisé en rouge dans le petit dessin, c'est-à-dire que c'est le trajet du son le plus court entre la source et le locuteur, ou la source et le microphone. C'est celui-là qui nous intéresse le plus, on est d'accord? Quand on veut faire une transcription, quand on veut faire une prise de son d'un entretien dans une salle réverbérante, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce son direct qui est le plus fort par rapport aux autres sons qui sont les premières réflexions. Donc le son se réfléchit sur les murs les plus proches du micro, et donc il y a d'autres trajets du son qui sont possibles, c'est-à-dire que le son, les premières réflexions arrivent aussi, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que si la salle est réverbérante, il y aura toujours des premières réflexions, et on aura aussi la dernière partie qui est en bleu, qui est le son réverbéré, la réverbération, la réverbe, qui arrive plus tard et qui est plus faible, mais qui arrive aussi de manière systématique à chaque fois qu'on se retrouve dans une pièce réverbérante. Donc, ce qu'on va vouloir, la réverbération, la prise en compte de la réverbération va nous pousser à modifier la façon dont on va effectuer la prise de son. La chose la plus simple à faire, c'est de se rapprocher le plus possible du locuteur pour éviter pour amplifier le son direct par rapport aux premières réflexions. Parce que de manière assez intuitive, on comprend bien que les réflexions arrivent après le son direct et la réverb, elle arrive encore après. D'accord ? Il y a un déroulement temporel de toutes ces parties du son. Ce qui m'amène ensuite
donc quand je parle de stéréo, et de réverbération, ça m'amène forcément à parler d'intelligibilité. L'intelligibilité, je pense, c'est ce qui me semble, c'est ce qu'on va rechercher le plus. C'est ce qu'on va rechercher à maximiser lorsqu'on veut faire une prise de son d'un entretien. Et c'est finalement, alors l'intelligibilité, c'est une autre façon de parler de rapport signal sur bruit, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est augmenter le signal utile et diminuer le signal inutile qu'on appelle en traitement du signal, qu'on appelle bruit. Et il y a plusieurs façons, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, plusieurs paramètres à prendre en compte pour maximiser ce rapport signal sur bruit, pour maximiser cette intelligibilité. Tout d'abord, la distance à la source, que ce soit pour éviter le bruit de fond ou éviter une réverbération, éviter un écho, ça paraît assez logique de dire que voilà, si le microphone est posé très près de la bouche, comme ici là par exemple, ça va maximiser le son direct et ça va minimiser le bruit environnant. Donc, ça c'est une chose qui paraît extrêmement simple là quand je la présente comme ça, mais lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on est dans la situation d'enregistrement, ça peut paraître plus compliqué. Si on ne peut pas se rapprocher de la personne, ou si on veut que le microphone reste discret et que la personne enregistrée ne voit ou ne voit pas en tout cas le microphone devant elle, ça peut être plus compliqué que ça. Donc la distance à la source, j'en ai parlé. Ce schéma-là, ici à droite, illustre ce que j'appelle la directivité de la voix. Alors de la même façon qu'un microphone a une directivité, c'est-à-dire qu'il y a une zone dans laquelle il est sensible, plus sensible qu'une autre zone, et bien la parole, la voix, de manière inverse, elle envoie du son, mais elle n'envoie pas du son de la même façon dans toutes les directions. Forcément, la direction privilégiée, l'endroit privilégié, c'est devant la personne. Ça paraît assez évident, assez trivial de comprendre que si je mets le microphone derrière la personne, je vais grandement détériorer la qualité du son. Alors, ça paraît très simple pour certains, mais en tout cas, c'est bien de s'en souvenir lorsqu'on est sur le terrain. Si je mets le microphone derrière la personne, c'est sûr que la prise de son sera vraiment dégradée. Alors, je peux peut-être faire un essai là si je me tourne. Donc là, je parle avec le microphone derrière moi. Donc normalement, je ne vous vois pas, mais normalement, la prise de son est plus mauvaise et vous entendez un peu moins bien la qualité de la voix. Je ne sais pas du tout si ça a marché, mais bon, j'essaye. Ça marche parfaitement. Merci. Parce que j'ai pas de retour sur j'ai un retour, mais j'écoute pas le retour de ce que j'enregistre. Donc voilà, c'est des choses, encore une fois, qui sont assez simples, mais bout à bout, le plus compliqué, c'est de tenir compte de tout ça. Enfin, le plus compliqué, c'est de penser à toutes ces choses-là lorsqu'on est sur le terrain, en situation réelle, et qu'on veut essayer d'optimiser un enregistrement avec une personne qu'on pourra peut-être pas refaire une autre fois. Donc ça, c'était sur les aspects parole, son et écoute. Je vais parler un petit peu, peut-être que vous savez déjà des choses, je ne sais pas, mais un petit peu de numérisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, on va dire, le signal est enregistré sous forme numérique, c'est-à-dire que le signal est numérisé avant d'être stocké sur la carte mémoire d'un enregistreur ou sur le disque dur d'un ordinateur. Et cette numérisation, c'est quand même, je pense, important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne dans les grandes lignes, parce que justement aussi des mauvais réglages de numérisation peuvent avoir un impact conséquent sur la prise de son, même si maintenant la plupart des enregistreurs numériques sont quand même de très très bonne qualité. Ça me semblait quand même intéressant de refaire un petit point sur comment fonctionne la numérisation. Donc je vous ai dit tout à l'heure, le micro, il transforme l'énergie acoustique en énergie électrique, et l'enregistreur numérique, il transforme cette énergie électrique en signal numérique. Et alors c'est très simple, c'est-à-dire que
le signal entre dans l'enregistreur et plusieurs fois par seconde, il est mesuré avec un voltmètre en fait, hein, qui fait une mesure plusieurs fois par seconde. Et cette mesure de l'énergie électrique, elle est traduite en une série de 1 et de 0, c'est-à-dire en signal numérique. Donc on a ce qu'on appelle un échantillonnage temporel, c'est-à-dire cette mesure toutes les secondes, c'est l'échantillonnage temporel. On prend un certain nombre de mesures par seconde. Et on a aussi ce qu'on appelle un échantillonnage ou une quantification de l'intensité, donc verticale, qui est présentée ici sur le graphique, sur l'axe vertical. C'est-à-dire que l'intensité du signal que j'ai mesuré à mon instant donné, je vais la quantifier avec le nombre de valeurs que je peux quantifier. Donc ça, c'est directement lié à la taille de mon échantillon numérique. Donc ici, on a un exemple avec un échantillon sur 2 bits, 1 et 0. Donc avec 2 bits, 2 chiffres, je ne peux quantifier que 4 valeurs. Vous voyez en vert ici, je peux quantifier que 4 valeurs. C'est-à-dire que j'aurai que 4 valeurs d'intensité possibles. Donc c'est très faible. Ça ne me permettra pas de faire énormément de distinction entre des sons qui varient en intensité. Ensuite, avec 3 bits ici en jaune, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs différentes, et ainsi de suite. D'accord ? Sur le schéma à droite, on voit le quadrillage vertical qui devient de plus en plus précis, plus j'augmente le nombre de bits dans la quantification du signal numérique. Et de la même façon, en horizontal, si j'augmente le nombre de points par temps, par unité de temps, j'augmente la précision du signal numérique. Et vous voyez, on peut comparer à droite le signal numérique et à gauche en rouge le signal analogique, c'est-à-dire électrique, qui arrive par le microphone. Plus j'augmente la précision, plus le signal numérique est proche de mon signal analogique. Et lorsque je vais devoir le reconstruire pour l'écouter en signal analogique, vous comprenez bien que si le signal numérique est très précis, le signal analogique sera d'autant plus fidèle du signal de départ. Pour information, donc la qualité audio, on va dire la qualité audio classique qui est la meilleure entre guillemets, c'est la qualité audio du CD. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent encore des CD aujourd'hui, mais le CD audio qui a été inventé dans les années 80, c'est une qualité sonore, on va dire optimale. Il y a 44 000 points par seconde qui sont mesurés et les intensités sont codées sur 16 bits. Donc je vous laisse faire le calcul, je ne l'ai pas fait. Ça fait qu'on peut coder énormément de valeurs d'intensité. 44 000 points par seconde, je n'explique pas dans les détails, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir de son supérieur à 20 000 Hz. Or, 20 000 Hz, c'est les limites de la capacité auditive. Donc ça ne sert à rien d'échantillonner plus qu'à 44 000 kHz, en tout cas pour écouter à 44 kHz, pardon. En tout cas, pour écouter du son, ça ne sert à rien d'échantillonner avec plus de points. 44 kHz, c'est optimal pour l'audition. Et les 16 bits pour l'intensité, ça permet d'échantillonner, de quantifier des rapports signal sur bruit jusqu'à 92 décibels. Et ça, c'est aussi les limites techniques de tous les systèmes de restitution du son, que ce soit les enceintes de chaîne hi-fi ou les casques. 92 décibels entre le son les plus forts et le son les plus faibles, c'est bien au-delà de ce qu'un système est capable de faire. Donc la qualité audio de référence pour moi, de référence, c'est-à-dire optimale, c'est 7 bits 44 kHz, mais ça implique, vous le savez sans doute, une taille de fichier assez conséquente. Si je me souviens bien, on a 10 mégas par minute à peu près, donc c'est assez gros. Et c'est pour ça qu'on a inventé, je n'ai plus les dates en tête, mais on a inventé des formats de fichiers numériques qui sont compressés pour pouvoir réduire la taille des fichiers. Un exemple très, très connu, c'est le MP3, comparé au format de fichier non compressé, le CD audio ou le format WAV. Donc pourquoi est-ce qu'on a voulu compresser les signaux audio? C'était pour pouvoir les envoyer par Internet ou les diffuser sur Internet et que ça utilise moins de bandes passantes. Donc c'est ça le principe. Mais puisque c'est compressé, forcément,
il y a une perte de qualité, une perte de données. Qui dit perte de données, dit perte de qualité par rapport à la qualité optimale dont je parlais tout à l'heure. Bon, alors j'irai pas forcément dans les détails parce qu'il y a tout un tas de formats de fichiers, on peut en parler mais bon, il y a pas mal de choses qu'on peut trouver sur ces formats-là. Bon voilà, j'espère que vous n'avez pas perdu sur ces aspects-là. Une dernière chose dont je voulais parler sur le son, sur le signal, c'est, donc là on en est à la numérisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque ça arrive sur l'enregistreur, que ce soit un enregistreur comme ça ou un enregistreur comme ça? Comment je vais mettre en place, enfin comment je vais régler mon enregistreur, comment je vais mettre en place mon enregistrement pour optimiser, maximiser la qualité de la prise de son de parole, puisque on est bien d'accord, c'est ça qu'on cherche. On veut pouvoir transcrire, on veut pouvoir réécouter l'enregistrement et écrire et réécrire, ou en tout cas analyser ce qui a été dit par le locuteur. Bon, tout d'abord, j'en ai parlé plusieurs fois, le rapport signal sur bruit. C'est déterminant. Alors, c'est-à-dire que il faut absolument que le signal soit le plus fort possible, mais vous allez comprendre qu'en fait c'est un compromis parce que si le signal est trop fort, après ça va saturer. Donc ça, c'est une pratique qu'il faut mener, je pense, pour trouver les meilleurs réglages possibles en fonction des situations. À force de faire des enregistrements, je pense que c'est des choses qu'on arrive à faire assez rapidement. Mais ce qu'on va vouloir faire, c'est augmenter le signal par rapport au bruit. Alors le bruit, je parle de différents types de bruit. Il y a le bruit de fond d'une part, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est acoustique, c'est-à-dire qui est produit par des choses dans l'environnement, mais il y a ce qu'on appelle aussi le bruit de quantification, le bruit inhérent au système d'enregistrement et qui est propre à chaque enregistreur. Donc vous comprenez bien, sur ce type d'enregistreur-là que j'ai fait écouter tout à l'heure, vous vous souvenez, il y a un bruit inhérent à l'appareil, un bruit de fond qui est déjà très fort. Donc si je vais vouloir avoir une bonne prise de son, il va falloir que je fasse très attention à ce que la parole soit vraiment prononcée tout près du microphone. Sur un enregistreur un peu de gamme supérieure, le bruit inhérent à l'enregistreur est beaucoup plus faible, donc je vais avoir un peu plus de marge. Ensuite, le deuxième point que j'ai écrit ici, utiliser le maximum de dynamique du signal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que sur certains enregistreurs, sur celui-là par exemple, on a une petite molette ici qui permet de régler le niveau sonore d'entrée. C'est-à-dire que je peux augmenter ou diminuer le volume de mon microphone. Alors malheureusement sur celui-là, je ne peux pas. Donc là, je suis obligé de faire confiance au constructeur, mais sur celui-là, j'ai la main et je vais pouvoir, en fonction de la situation, si j'ai du bruit de fond, si je suis en situation calme, je vais pouvoir augmenter ou diminuer le gain en entrée. Et l'objectif là, c'est, alors je vais vous montrer tout de suite, je vais l'allumer, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Donc là, vous voyez des petites barres qui bougent en fonction du... Donc là, je tapote un peu sur l'enregistreur et ça fait monter les barres. D'accord ? Là, je suis en train de parler, les barres sont plutôt faibles. Et si j'augmente le niveau en entrée, voilà, je mets à 10 par exemple, on voit plus. Et là, on voit plus très bien. Voilà. Là, les barres sont un tout petit peu plus fortes. D'accord ? Quand je parle, les barres de niveau sonore, ça c'est un indicateur du niveau sonore d'entrée, m'indique que le niveau est un petit peu plus fort. Et ce que je vais essayer de faire dans le réglage, c'est que ces barres soient le plus haut possible sans jamais atteindre tout à droite de l'écran. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Voilà. Quand je tape là, les barres touchent le côté droit de l'indicateur et là ça veut dire que ça sature. Saturé, c'est-à-dire que le signal est trop fort et il produit tout un tas d'artefacts, de grésillements, de saturation qui fait que lorsqu'on va écouter, ça va pas être bon. Donc c'est ça un petit peu c'est cette partie-là que moi j'estime être quand même assez, qui nécessite d'un petit peu de pratique, mais je pense que ça peut venir assez vite. Il faut passer un tout petit peu de temps à régler le niveau sonore
pour que mon signal utilise le maximum de la dynamique numérique du signal. D'accord? Pour éviter que le son, le signal utile soit noyé dans le bruit de l'appareil. D'accord? Donc le risque, hein, c'est qu'on ait une saturation du signal. Alors, là, je pense que si je tapote sur le micro, je ne sais pas si vous entendez, je pense que ça sature un peu, c'est pas très agréable. Donc voilà un élément qui paraît simple, encore une fois, lorsque je l'explique comme ça, mais qu'il faut vraiment essayer le plus possible de ne pas oublier lorsque vous êtes en train de faire une prise de son en vrai. Une autre chose que vous pouvez faire dans certains enregistreurs et peut-être pas d'autres, c'est quelques traitements online, c'est-à-dire des petits traitements que vous pouvez appliquer avant même que le son soit enregistré. Donc c'est ce que j'appelle un filtre coupe-bas, c'est-à-dire qui coupe toutes les basses fréquences. Pour la parole, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, les fréquences utiles de la parole, il n'y a rien en dessous de 250 Hz. Donc filtrer tout ce qu'il y a en dessous de 50 Hz, par exemple, les sons très très graves, qui peuvent être produits par le vent ou par un grondement, par un métro qui passe sous terre. Couper les très graves fréquences, ça n'aura pas d'impact sur l'intelligibilité de la parole. Donc ça vaut le coup de le faire parce que ça vous limite, des saturations qui pourraient avoir lieu dans certains cas. Une autre chose qui peut être présente dans certains enregistreurs, c'est un limiteur, un compresseur. C'est quelque chose qui va automatiquement baisser le son si le son devient trop fort. Donc ça aussi, ça se règle sur certains enregistreurs. Ça peut être très pratique lorsque vous ne savez pas trop, lorsque vous pensez que le son peut, je ne sais pas, vous êtes dans un environnement un peu bruyant et quelqu'un peut se mettre à crier tout d'un coup. Donc si vous voulez limiter l'effet des bruits très forts, vous pouvez utiliser un limiteur compresseur. Là, en ce moment, quand je vous parle, j'utilise un filtre coupe-bas, c'est-à-dire que j'ai coupé toutes les basses fréquences. Je vais essayer d'enlever ce filtre pour vous montrer les différences en fait que ça peut procurer. Donc là, le filtre est actif, j'ai coupé toutes les basses fréquences. Là maintenant, je l'ai enlevé, j'ai enlevé ce filtre coupe-bas. Et là, je tapote un tout petit peu sur la table. Donc ceux qui ont un casque vont peut-être entendre la différence, mais il y a des sons très très graves qui passent dans le microphone. Alors là, je vais réactiver le filtre maintenant. Et là, cette fois-là, on entend normalement beaucoup moins les très graves fréquences. Donc je ne sais pas si ça a marché pour tout le monde. En fait, dans ton cas, je pense qu'on s'est mis à entendre le ventilateur de ton ordinateur ou quelque chose comme ça, mais on avait un grattement régulier, mais on n'avait pas du tout, on n'avait rien d'autre. Mais en tout cas, c'est vraiment utile de filtrer le coupe-bas. Ah oui, donc le coupe-bas, c'est indispensable, je pense, quand vous êtes dans un environnement où vous ne maîtrisez pas ce qui peut se passer. Si vous êtes en studio, en environnement très contrôlé, mais même ici, si vous voulez, on peut avoir des résidus de métro qui passent à quelques centaines de mètres d'ici. Donc c'est bien d'activer un filtre coupe-bas. Et le dernier point là que je mets, c'est le monitoring en bon français. Hein, c'est dans la mesure du possible, écouter ce que vous enregistrez. C'est-à-dire que c'est pas parce que à vos oreilles ça sonne très bien que dans l'enregistreur ça va sonner aussi bien que ce que vous entendez dans les oreilles. Donc une chose très simple, hein, c'est de prendre ça peut être un gros casque, mais ça peut être un casque intra-auriculaire, ça peut être un casque très 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 discret que vous branchez en sortie de l'enregistreur et qui vous permet d'écouter au moins pendant les phases où vous réglez le son, où vous positionnez votre enregistreur. Ça peut être un moyen, c'est le moyen, je pense, le plus simple de vérifier que le signal est assez fort et qu'il n'y a pas de problème de saturation, qu'il n'y a pas de problème de grave, de vent, et de vibration qui vous intéresse pas. Parce que ce que vous entendez dans le monitoring, c'est exactement ce que vous entendrez lorsque vous réécouterez le son après. Ok. Voilà, là c'est donc la fin de cette partie sur le son. J'ai une dernière partie beaucoup plus rapide où là je pense que ça peut être intéressant peut-être d'ouvrir un peu la discussion. Où voilà, moi j'ai imaginé donc tout ce que je viens de raconter là, moi je pense ça, voilà, je présente ça comme des préconisations, des conseils, des éléments à essayer de ne pas oublier lorsqu'on fait de la prise de son de parole sur le terrain, dehors, dedans, dans différentes situations de bruit de fond. Là je vais essayer de présenter deux. Alors j'ai imaginé deux types
de situations, mais peut-être qu'avec vous, on peut en imaginer d'autres. Il y a pour moi la situation d'entretien simple, c'est-à-dire un intervieweur et un interviewé, tel que présenté sur la photo ici. L'intervieweur en rouge et l'interviewé en marron. Et j'ai fait une liste assez simple, assez résumée pour moi le matériel idéal et en dessous le matériel minimal, d'accord? Donc pour moi le matériel idéal pour enregistrer une personne en entretien simple, c'est d'utiliser un micro cravate, donc tel que celui-ci. Vous voyez, c'est un micro miniature qu'on peut accrocher au t-shirt ou à la chemise de la personne qu'on veut enregistrer. Ensuite, il y a un émetteur qui est pas très gros, que la personne peut mettre dans la poche. Et une fois que ça c'est installé, que c'est allumé, on n'a plus besoin de se soucier du micro. Le micro ne changera pas de position. Le micro ne va pas s'éloigner de la personne. Donc, on peut marcher dans la rue, on peut discuter avec la personne et enregistrer la personne en même temps. Si vous voulez aussi enregistrer l'intervieweur, vous pouvez mettre la même chose sur l'intervieweur, comme ça vous avez deux micros posés sur la personne. Alors là, sur le modèle que j'ai, c'est un modèle sans fil, mais vous pouvez aussi très bien utiliser un micro-cravate avec fil si vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ça, il me semble, d'après les essais que j'ai pu faire, c'est ce que je présenterai comme la situation, l'équipement idéal pour enregistrer un entretien. Le deuxième, c'est l'utilisation d'un microphone j'ai dit le mot tout à l'heure, d'interview. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il a un corps assez grand, donc on peut le prendre dans la main de manière... c'est des questions très pratiques, hein, donc on peut le prendre dans la main. Lorsque j'ai la main qui bouge sur le microphone, il y a très très peu de bruit de manipulation. Ça, c'est la particularité des microphones type microphone d'entretien. Donc je le tiens à la main, il est long, donc je peux le rapprocher de la personne sans moi être trop près de la personne. Et je peux essayer de pointer le micro le plus près possible de la personne que je vais enregistrer. Donc ça, c'est, on va dire, dans la deuxième position de l'équipement qui est toujours très très bien, mais qui est quand même moins discret que le micro-cravate. Et en dernière position, ce que je mets en dernière position, mais qui peut aussi être très bon, hein, c'est utiliser un enregistreur. Alors celui que je présente là, je pense qu'il y en a de bien meilleure qualité aujourd'hui. Les dictaphones du commerce peut-être achetés aujourd'hui sont de meilleure qualité. Donc n'ayez pas peur non plus avec ce type d'enregistreur là. Ça peut aussi quand même donner des choses correctes, si tant est qu'on essaye d'optimiser tous les paramètres dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire rapprocher le plus possible de la personne, éviter des lieux réverbérants, le plus qu'on peut, hein, bien sûr. Hein. Après, il faut s'adapter à la situation. Donc un enregistreur comme ça ou un enregistreur comme ça, qui est équipé de microphone ici, qu'on pose le plus près de la personne, ou qu'on tient dans la main, là, comme la personne qu'on voit sur la photo. D'ailleurs, on ne voit pas bien, mais la personne qui est sur la photo, elle a un casque, un tout petit casque là dans les oreilles. Donc elle écoute en même temps. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez... qui peut être très efficace, hein, comme je disais, d'écouter en même temps ce qu'on est en train d'enregistrer. Donc voilà un premier type de situation, et voilà, que j'ai imaginé avec une liste de matériel, enfin une liste d'équipes de matériel qui, moi, me semble être du plus optimal au un peu moins optimal. Le deuxième type de situation dont j'avais un petit peu discuté avec Benoît pour préparer cette présentation, c'est le focus group, c'est-à-dire lorsque je veux enregistrer plusieurs personnes dans une réunion ou dans un entretien collectif. Donc là, forcément, ça peut augmenter considérablement la quantité d'équipement qu'on veut avoir en fonction des objectifs qu'on veut se fixer. Si je veux être en mesure de transcrire très fidèlement ce que chaque personne a dit, encore une fois, le matériel optimal avec lequel j'aurai quasiment aucun souci, ça sera le micro-cravate sur chaque personne. D'accord ? Chaque personne équipée d'un micro-cravate. Donc là, vous comprenez bien, c'est qu'à chaque personne, donc j'aurai un micro, donc
une piste sur mon enregistreur, donc forcément ça nécessite un enregistreur avec plusieurs pistes, plusieurs entrées audio. Celui-ci en comporte deux. Il en existe avec 6 ou 8 pistes d'entrée. Mais si vous avez les moyens de vous équiper comme ça, ça c'est pour moi le cas idéal. On peut aussi avoir quasiment la même chose que tout à l'heure, un micro posé devant chaque personne, idéalement un micro cardioïde pour privilégier la personne et entendre moins la personne d'à côté. Mais là aussi ça nécessite un enregistreur avec multipistes, avec autant de pistes que de personnes qu'on veut enregistrer, hein, c'est pas compliqué. Une autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser un microphone de surface. C'est un type de microphone dont je n'ai pas parlé, mais qui a une directivité hémisphérique, c'est-à-dire qu'il est posé sur une table, on le voit ici sur le schéma. Il est posé sur une table, donc c'est un microphone qui n'enregistre que sur une voix, mais qui va enregistrer toute la pièce de manière précise et qui va... il y a un côté pratique, c'est-à-dire qu'on le pose sur la table au milieu des participants. La dernière solution, c'est encore une fois l'enregistreur, le dictaphone ou l'enregistreur numérique, posé le plus près possible des personnes. Alors, ce que j'ai marqué là dans les deux derniers points, c'est que voilà, si j'utilise qu'un seul micro, que ce soit un micro de surface ou un enregistreur ou dictaphone, il va falloir que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas une personne qui soit très près du micro et d'autres personnes qui soient très loin du micro. Ça paraît logique, mais encore une fois sur place, ça peut être compliqué de faire en sorte que chaque personne soit à équidistance du microphone. Si on ne veut pas qu'une personne soit très bien entendue et qu'une autre personne soit très très mal entendue, il faut faire en sorte d'organiser le focus group pour que tout le monde soit à peu près à la même distance du microphone. Ok. Donc voilà, je comprends bien, j'entends bien que ces 4 solutions-là n'ont pas du tout le même impact en termes d'équipement et donc de financement. Mais voilà, je pense que c'était important d'avoir une idée du matériel le plus optimal au matériel le plus simple et le moins compliqué à mettre en place, sachant que voilà, si chaque type de dispositif aura un impact sur la qualité de la prise de son. Voilà à quoi peut ressembler un équipement de base sur la petite photo là pour faire une prise de son de bonne qualité. Donc un microphone posé sur un pied, un enregistreur numérique ici au milieu, une protection contre le vent ici en noir. Là c'est une protection assez faible. On a des choses beaucoup plus sympas comme ça, par exemple. Ce n'est pas du tout, alors je le précise, hein, aucun animal n'a été maltraité pour fabriquer cette protection. C'est totalement synthétique et ça c'est très efficace contre le vent si vous êtes dehors. Un casque, comme je disais, donc là c'est un gros casque, mais ça peut être un casque beaucoup plus petit. Et alors ça paraît extrêmement bête de mettre ça, mais je le dis parce que moi ça m'est arrivé d'être en train de faire des prises de son en montagne et de commencer ma prise de son et d'avoir un problème de pile. Donc là, quand on se retrouve avec un problème de pile, on a vraiment l'air très très bête. Donc pensez à prendre des piles de rechange lorsque vous partez faire des prises de son sur le terrain. Ça peut vous faire gagner énormément de temps, surtout si si le premier magasin est à 20 km. Voilà, donc là je parle d'une situation que j'ai vécue personnellement, donc je sais de quoi je parle. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas quelle heure il est, 15h56. Est-ce que tout le monde s'est endormi? Je n'ai eu aucun retour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on discute? Alors, du coup, merci beaucoup Julien pour ta présentation. Alors moi, c'est à titre personnel, mais j'ai beaucoup aimé l'approche aussi par la théorie sur le son, sur les micros, sur la voix, sur l'écoute. C'est clair que du coup, j'ai appris des choses aussi. Donc en ça, c'était vraiment très intéressant. Je rappelle, avant de donner la parole aux participants, hein, vous pouvez intervenir depuis vos postes si vous avez un microphone. Hein, dans ces cas-là, faut l'activer.
pour prendre la parole. On n'est pas nombreux, donc on peut tout à fait fonctionner comme ça. Sinon, vous pouvez intervenir avec le module questions et réponses ou dans le chat. J'apporte juste une petite précision technique parce que je suis le responsable de la très mauvaise prise de son avec l'enregistreur qui a été présenté par Julien. En fait, c'est un enregistreur vraiment entrée de gamme qui date de 2005. Hein, c'est une marque assez connue là, qu'on trouvait dans les catalogues de bureautique pour nos laboratoires CNRS, où c'est vraiment les entrées de gamme qu'on trouvait dans les magasins d'électroménager. Et c'est vrai que on l'utilise plus trop, mais c'est vrai que moi, j'ai été amené à l'utiliser dans une recherche où on était plusieurs à faire des enregistrements, des entretiens en même temps, et on a sorti vraiment les vieux enregistreurs des placards. Et c'est clair que la prise de son, elle était vraiment pas terrible, et ça posait des difficultés après sur certaines phrases, hein, pour être sûr de bien comprendre la phrase. En fonction du mot, on pouvait donner un sens ou un autre. Alors, peut-être qu'il y a un point que tu n'as pas du tout évoqué, c'est en fait, c'est vrai qu'on a plusieurs collègues qui, depuis plusieurs années déjà, enregistrent avec leur téléphone, qui ont aussi vraiment des bonnes caractéristiques entre guillemets, entre ce que je trouve, mais c'est vrai que ça échappe pas à l'ensemble des problèmes que tu as évoqués. Il y a un point, en fait, tu l'as sur ta dernière diapo, tu n'en as pas parlé, c'est revenu dans le chat aussi, là, sur le fait, attention, les gourmettes sur la table. C'est vrai qu'on a la mauvaise habitude, ou en tout cas, oui, je peux avoir la mauvaise habitude de poser l'enregistreur sur la table. Quelle est en fait l'efficacité d'un petit pied? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir? Enfin, je crois que ça ne va pas être très très cher, mais c'est juste ça, de manière, voilà, on est dans un petit enregistreur sur la table, isoler certains bruits, quoi. Oui, ça paraît évident. En effet, alors le prix, je sais pas. Donc franchement, c'est comparé à un enregistreur ou un microphone, c'est pas du tout cher. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir ça dans son sac, en fait, dans sa besace entre guillemets, d'avoir tout un tas d'accessoires qui permettent d'éviter des situations comme celles que tu décris. Mais c'est vrai que poser l'enregistreur sur la table et avoir les gens qui ont les mains sur la table au même moment, c'est évident que l'enregistreur va prendre aussi tous les bruits qu'on va faire sur la table, parce que l'enregistreur il prend tout en fait, donc il va pas prendre que la parole, parce que nous on est intéressé que par la parole. Moi j'ai des questions toutes bêtes. Donc si j'ai bien compris, la bonnette ça ne sert que quand on est à l'extérieur. À l'intérieur ça ne sert à rien, c'est ça? Ah, c'est pas totalement ça. La bonnette peut éviter aussi les bruits de souffle. Quand je souffle sur le microphone, ça peut provoquer une saturation et un artefact qu'on entend. Donc la bonnette peut éviter aussi les problèmes de souffle sur le microphone. Donc ça, c'est pas que pour l'extérieur. D'accord. Et alors toujours dans les questions débiles, moi j'ai le petit micro avec deux petits micros, quoi, j'ai le microphone avec deux petits micros là comme tu as montré qui ont une espèce de forme en V ou je sais pas comment le décrire. Oui. Et alors naïvement, je pensais qu'ils étaient en quelque sorte directionnels, j'avais pas compris que c'était stéréo, je crois. Qu'ils étaient directionnels et donc que ça me permettait d'avoir en fait un micro pour l'interviewer et un micro pour moi en quelque sorte. C'est-à-dire que j'essaye de les positionner de manière à ce que chacun soit tourné vers l'un des deux locuteurs donc ça ne sert strictement à rien ou... Non, pas du tout. Mais par contre, alors pour être plus précis, en fait, c'est-à-dire que c'est une prise de son stéréo et en fait, ton enregistreur est orienté, on va dire. C'est-à-dire ce qui est à droite de ton enregistreur, ce sera la droite, et ce qui est à gauche de ton enregistreur sera à gauche. Donc c'est une bonne idée que de le mettre entre toi et l'interviewé. Mais et alors oui, en effet, du coup, ça revient concrètement à diriger un micro d'un côté et l'autre micro de l'autre. Donc non, c'était pas bête en fait. Bon, donc je peux continuer comme ça. Oui. Et juste, est-ce que Benoît a évoqué les téléphones, mais parce que effectivement j'étais surpris de voir des collègues sortir les téléphones, mais j'étais aussi surpris de voir que c'était pas de si mauvaise qualité que ça. Ah ben oui.
et même parfois, je me demande si c'est pas mieux que le modèle que tu as utilisé de dictaphone. Ah oui, je pense. Bon, c'est vrai que comme disait Benoît, voilà, pour l'aspect pédagogique de la présentation, je voulais prendre un appareil qui enregistre particulièrement mal pour voir jusqu'où ça peut aller dans le pas bien. Mais c'est sûr qu'un téléphone moderne enregistrera peut-être même mieux que ça. Ça me paraît pas du tout étonnant. D'une part parce que sans doute les composants type micro-électrique qui sont dedans sont de meilleure qualité, même si ça c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, il y a peut-être dans le téléphone tout un tas de petits tout un tas de petits processus, des petits logiciels qui traitent le son en temps réel et qui améliorent certaines choses de manière très automatique. Et alors, en fait, et la blague qui arrive avec les téléphones, c'est pas forcément le problème de batterie, c'est de pas couper le téléphone pendant les enregistrements. Et j'en discutais avec une collègue tout à l'heure, et effectivement, ça arrive régulièrement que le téléphone prenne un appel pendant l'enregistrement, quoi. Et oui, c'est que le téléphone reste un téléphone malheureusement, alors qu'un enregistreur ne fera jamais téléphone, ça c'est sûr. Alors, il y a Nina qui dit dans le chat qu'elle double souvent alors les interviews avec un enregistreur, Tascam, et un Tascam, c'est une marque? Moi, je sais pas ce que c'est, Tascam. Oui, Tascam, c'est une marque. Mais alors, c'est pareil, en fait, il y a tout en fonction des modèles, la qualité des enregistreurs sont un peu différents, mais elle confirme que les audios de l'iPhone sont souvent meilleurs, donc je ne sais pas ce qu'elle a. Enfin, c'est peut-être un Tascam, enfin entrée de gamme, mais pourtant, enfin, je veux dire, il y a plusieurs marques. C'est clair qu'ils sont plutôt à regarder du côté des matériels chez les musiciens ou les preneurs de son que dans nos catalogues de bureautique. Mais c'est vrai que les premiers prix des enregistreurs, tels celui que tu évoques, Damien, celui qu'a montré Julien, ou même voilà, le Tascam pour citer une marque, hein, sont assez corrects. Mais c'est clair que ça n'empêche pas tout un tas de problèmes de prise de son d'appareils, de dispositifs, de configuration pardon, de l'entretien, quoi. Oui, et puis encore une fois, je pense que l'iPhone, enfin ou n'importe quel smartphone traite le son en live en fait. Donc, alors que le Tascam fait la prise de son, il n'y a aucun traitement. Donc on compare deux choses qui sont peut-être pas forcément comparables. Et il faut être bien sûr aussi que les appareils sont posés au même endroit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, oui, c'est qu'il y a un traitement du son qui est fait en temps réel en fait avec l'iPhone qui, je pense, tout ce que je parlais, les filtres, coupe-bas, les limiteurs, compresseurs, qui sont, je pense, très efficaces sur ces téléphones. Ouais. Parce que, en fait, c'est la démonstration que tu as faite avec où tu jouais sur le niveau d'entrée, où tu avais les petites barres sur l'enregistreur. Oui. C'est-à-dire que ça doit être le meilleur enregistreur du monde si le niveau d'entrée est mal réglé. C'est là où ça je ne savais pas, mais apparemment c'est là où les smartphones en fait régulent le son et adaptent le niveau d'entrée. Donc c'est sûr qu'il faut Alors c'est vrai que des sociologues faire du monitoring, c'est-à-dire commencer leur entretien avec le casque sur la tête, c'est pas une pratique qu'on voit souvent, quoi. Mais effectivement, ça vaut peut-être le coup de. Moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et puis ça peut être un casque très discret et ça peut sauver. Enfin après, chacun a trouvé son dispositif, mais ça peut sauver ça peut sauver du temps en fait, je pense. Donc. Alors, moi j'ai une difficulté, c'est voilà, c'est de transposer tout ce que ta slide sur les micros, les différents micros, enfin hypercardioïdes, cardioïdes, directionnels et tout ça, sur le peu d'informations qu'on a sur les petits enregistreurs. Oui. Où souvent on a deux positions, enfin unidirectionnelles ou multidirectionnelle, mais c'est vrai que l'information, elle n'est pas forcément facile à revoir. Bah alors c'est vrai que oui, quand je parle tous ces détails que je donne sur les micros ne sont pas forcément accessibles sur tous les enregistreurs. Là, typiquement, ce micro, enfin, c'est plus des choses qu'on regarde sur du matériel qu'on va acheter, on va dire, quand on va séparer un petit peu les choses. Par exemple, ce micro-là, là, il y a un petit rond, je ne sais pas si vous voyez.
Le petit rond, c'est la directivité du micro. Donc celui-là, il est omni, on le sait. Donc je sais que il n'y aura pas d'effet de proximité. Je peux le mettre un peu dans toutes les directions. Il sera très peu sensible à ça. Ensuite, sur ce type d'enregistreur-là, je peux enlever, là c'est une prise de son stéréo, je peux enlever cette partie-là et trouver d'autres, et acheter, ou faire acheter d'autres microphones que je peux rajouter par-dessus, d'accord? Donc on peut mettre un micro omni, on peut mettre un micro hypercarioïde, donc pour pointer sur le locuteur et annuler le plus de bruit environnant possible. Donc en fait, oui, tu as raison, c'est-à-dire que on n'a pas forcément accès à cette info-là sur tous les types de matériel. Et là, oui, mais sur certains, quand même, on peut avoir la main sur cette donnée-là. Alors, moi, j'ai une question idiote, justement, parce qu'une fois, comme ça, quand je me suis rendu compte que tous mes enregistrements étaient bas, c'est-à-dire que le niveau sonore était extrêmement bas, et donc j'ai cherché à faire du post-traitement, et je pensais que tu allais nous parler un peu du post-traitement, surtout là quand j'ai vu le logiciel que tu utilisais, parce qu'en fait j'ai fini par trouver sur internet, j'ai oublié le nom, mais un logiciel qui effectivement m'a remonté tous mes niveaux sonores. Oui, alors c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais en sortie. Oui, c'est vrai. Alors j'avais pas, mais j'avais prévu peut-être d'en parler si on me posait la question, donc on me pose la question. Donc, en effet, on peut rattraper des choses, sachant que lorsqu'on augmente le son, lorsqu'on augmente le niveau sonore, on augmente aussi le bruit, ça paraît logique. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même toujours en amont essayer d'avoir le maximum de son utilisable. Il existe, voilà, moi je vais pas forcément faire de comparatif entre logiciels, parce que moi il y en a certains que j'utilise de manière privilégiée. Il y a celui-ci, qui permet d'importer les fichiers son en faisant un simple glisser-déposer. Donc je glisse dans la fenêtre et j'ai le son qui apparaît. Je peux, avec ce logiciel-là, donc je peux faire tout un tas d'opérations qui me permettent de nettoyer, de découper, de sélectionner, d'exporter. C'est un travail d'édition. Donc je peux découper comme ça dans le son, je peux enlever. Voilà, je peux couper ici, enlever certaines parties, je peux faire des fondus en sortie, des fondus en entrée, et je peux, avec l'opération Normalize, je peux normaliser le son pour que le niveau max du son soit au niveau max du signal numérique. Donc ça c'est pour l'édition. Après il y a aussi tout un tas d'outils pour améliorer le son, donc je peux rajouter un compresseur, je peux filtrer. Si vous avez oublié de mettre le filtre coupe bas, vous pouvez rajouter un filtre sur les enregistrements pour enlever les basses fréquences, enlever des fréquences qui vous intéressent pas, des trop hautes fréquences qui vous intéressent pas. Donc ce logiciel-là s'appelle Reaper, R-E-A-P-E-R. Il a l'avantage d'être payant mais pas très cher et utilisable même si on ne paye pas la licence sans que ce soit illégal, je le dis sans aucun problème, c'est-à-dire qu'ils ont une politique de licence qui est assez sympa, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le logiciel de manière infinie sans payer la licence, donc ça c'est plutôt pas mal, mais si on en a une utilisation, voilà, ça responsabilise un petit peu l'utilisateur. Donc moi c'est un logiciel que j'utilise énormément, il peut faire tout un tas d'autres choses. On peut enregistrer, c'est vrai que j'ai pas parlé d'une autre solution technique, c'est d'enregistrer avec un ordinateur portable et une petite carte son. J'ai oublié d'en parler, mais ça fait partie aussi des équipements possibles. Donc une petite carte son très simple, un micro branché dessus, et un petit pied devant le locuteur, et j'enregistre directement sur l'ordinateur. Et Reaper permet de faire ça aussi. Quand tu dis une petite carte son, tu veux dire une carte son additionnelle ou la carte son fournie dans l'ordinateur? Non, une carte son additionnelle qui permettrait de brancher un autre micro. Après, tu peux aussi utiliser la carte son de l'ordinateur et enregistrer avec le microphone de l'ordinateur. Mais il existe des petites cartes son USB qu'on branche en USB sur l'ordinateur portable. On branche un microphone comme celui-ci ou un microphone avec d'autres caractéristiques. Et là, on peut enregistrer de manière très très propre
dans différentes situations. C'est-à-dire que quand je parlais d'enregistreur, à chaque fois que je parle d'enregistreur, vous pouvez remplacer enregistreur par ordinateur portable plus carte son si vous pouvez ou si vous le souhaitez. Et du coup, Julien, là, est-ce que sur l'enregistrement là, fait avec le dictaphone qui est vraiment de mauvaise qualité, tu peux nous montrer ce que ça fait si tu normalises et que tu mets un filtre un peu. Alors, on peut essayer, mais on va essayer, allons-y. Donc c'est celui du milieu. On va le faire en condition le plus dégradée possible, c'est-à-dire en bruit. Donc je vire celle-là. Donc là, je réinvite les participants à intervenir s'ils le souhaitent par chat ou par micro. En tous les cas, dans le chat, on voit clairement que beaucoup de gens utilisent leur téléphone. Puisque un conseil pratique sur l'utilisation du téléphone. Alors oui, tout le travail de post-traitement, bon ça c'est c'est une autre, c'est d'autres compétences, c'est sûr. C'est pas des choses que je fais. J'essaye de pas avoir à le faire, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir les prises de son de meilleure qualité possible. Après il y a tout un tas d'outils. C'est vrai que j'ai pas fait trop de. On pourrait faire une autre séance si vous voulez, mais il y a tout un tas d'outils qui permettent de nettoyer le son. Je sais que dans Audacity, il y a des fonctions qui permettent de nettoyer le son. Donc là, si je devais améliorer un petit peu le son, donc ce que je peux faire dans un premier temps, et si ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire que la parole concerne quand même une certaine bande de fréquence, donc je peux commencer par utiliser un filtre. Je ne sais pas si vous voyez cette fenêtre-là. Si, oui, d'accord. Parce qu'en fait, le menu, ça avait l'air presque tout simple, presse-bouton. Et là, on s'est mis à pleurer avec Benoît, d'un seul coup. Ah, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Après, c'est pas... Puisqu'on a bien vu que tu tapais un mot-clé pour avoir, parmi les 8000 filtres possibles, pour avoir que des filtres de type EQ, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est de l'anglais, c'est pour ça, c'est equalization, je pense. Donc, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est de filtrer tout ce qui est de très grave et tout ce qui est de très aigu. Après, je suis pas totalement sûr que ça va avoir un effet, parce qu'à mon avis, l'enregistreur n'enregistre peut-être pas déjà ces choses-là. J'ai peur, hein. Enfin, c'est pas pour. J'ai peur que ça fasse pas énormément d'effet, donc je vais essayer. On rejoue le son. Et donc là, c'est un autre test d'enregistrement avec beaucoup de c'est un restaurant. Et donc là, c'est un autre test d'enregistrement avec. Et donc sans le filtre maintenant. Non, c'est pas là, pardon. Là, le filtre est désactivé. Et là, il est activé. Je ne sais pas si c'est très bon. J'entends pas très bien ce qui sort. Non, merci d'avoir essayé, mais c'est vrai que c'est. Non, c'est pas évident. Là, après, on est quand même sur quelque chose qui est très dégradé. Hein, donc, oui, on peut pas non plus faire de miracle. On peut après faire des trucs plus compliqués. Il y a des outils qui analysent le spectre. Je ne sais pas si vous vous souvenez le dessin que j'ai montré tout à l'heure avec le sonogramme, donc qui est une représentation de temps-fréquence. Il y a des outils qui permettent de modifier dans cette image-là et de resynthétiser un son, après de refabriquer un son à partir de cette analyse-là. Mais là, bon, c'est beaucoup moins trivial. Donc c'est pour ça que moi je conseille quand même d'optimiser le plus possible la prise de son au départ pour avoir le moins possible de post-traitement à faire, quoi. Moi, j'ai peut-être une question, je sais pas, enfin en sciences politiques, comme moi je suis en sciences politiques, je sais pas quels dispositifs expérimentaux vous faites en psychoacoustique, mais les dispositifs, ils sont plus ou moins envahissants pour le sujet, si on peut dire, donc ça peut mettre plus ou moins mal à l'aise, etc. Oui. Et du coup, je me suis demandé si vous, dans vos dispositifs expérimentaux, vous interdisez des fois le must pour la qualité du son, mais justement pour réintroduire une forme d'informalité, ou je sais pas comment dire. Ou est-ce que justement, comment vous faites avec ça? Alors, nous, non, en fait, parce que quand on enregistre des gens, les gens savent, enfin, quand on enregistre de la parole, c'est pour fabriquer un corpus de stimuli pour faire une expérimentation. Donc, les gens qui viennent enregistrer savent qu'ils sont enregistrés et on les recrute pour ça. Donc, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Mais c'est ce que j'ai essayé un petit peu de montrer tout à l'heure. Il y a des systèmes de prise de son
plus ou moins discret. C'est vrai que le microphone comme ça est pas du tout discret. Le micro-cravate, même si ça nécessite quand même un petit peu d'installation, donc c'est un tout petit peu intrusif, on doit quand même installer un micro sur la personne, peut-être que ça peut être gênant dans certains cas, mais la personne peut éventuellement se l'installer tout seul. Mais une fois que c'est installé, au bout de quelques minutes, c'est totalement oublié. C'est-à-dire que vous avez un micro-cravate avec un émetteur sans fil, et à l'autre bout de la pièce, vous avez l'enregistreur numérique avec le récepteur sans fil. Donc ça nécessite peut-être 5 minutes d'installation, mais après, c'est totalement transparent à la fois pour l'intervieweur et pour l'interviewé. Donc moi, je préconiserais plutôt le système de micro-cravate. Si on peut équiper la personne. Et ça coûte cher? J'ai aucune idée de combien ça peut coûter un micro-cravate comme ça. Je pense que pour... alors, j'ai pas de prix exact. Je pense que pour 200 € à peu près, vous pouvez avoir un système de micro-cravate avec émetteur sans fil et récepteur sans fil. Oui. Récepteur sans fil que vous branchez ensuite soit dans un enregistreur, soit dans une carte son et un ordinateur. Mais ouais. Je rebondis sur la question de Viviane. Moi, je pense que on a vraiment sous-estimé cette partie-là dans l'essence sociale de la production de données quali. Moi, c'est vrai qu'on en reparle des fois souvent dans les couloirs, c'est de la cafetière, de la très mauvaise habitude qu'on a eue de se sous-équiper, de prendre les premiers enregistreurs, enfin les plus, pas forcément les meilleurs. Et après, c'est vrai que moi j'ai eu le même réflexe en fait, en disant mais un micro-cravate, Julien, mais tu penses pas, en sociologie déjà quand on va déranger les gens, des fois on va leur parler de sujets un peu pas forcément joyeux. Mais surtout c'est qu'en plus on maîtrise pas du tout ces techniques de prise de son. Donc il y a à la fois une résistance idéologique, mais aussi une résistance du fait de notre non-capacité à maîtriser ces outils-là. C'est presque comme si on allait faire des entretiens sans maîtriser le questionnaire ou sans trop savoir, sans former les enquêteurs, sans leur donner les consignes pour qu'ils passent leurs entretiens. On est un peu dans une situation instable parce qu'on est mal formé, quoi. Ouais, je comprends bien. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il s'il y a un besoin de qualité sonore, il faut à un moment donné y passer un petit peu de temps et un petit peu de moyens, je pense, oui. Ouais, je continue sur la parenthèse. J'ai pas une grande expérience des focus group, mais c'est très clair que moi dans ce que j'ai vu, très rapidement, on ne sait plus qui parle. Pour en avoir aussi discuté avec nos collègues qui sont en linguistique, je pense notamment à Justine Lascar, où eux ils font des focus group à la fois, donc ils sont dans un environnement dédié, c'est un studio, ils sont enregistrés en audio et ils sont filmés, donc là on sait précisément qui parle, qui ne parle pas, on prend en compte toutes les interactions. Mais c'est vrai que des fois les distinctions entretien collectif ou focus group, quand au bout du compte on a un matériel où on ne sait plus trop qui parle, qui dit quoi, je trouve qu'on n'est pas dans les clous, on pourrait vraiment exiger autre chose. Et oui, ça a un coût, mais c'est pas tant que ça. Je veux dire, voilà, nos camarades des sciences expérimentales vont pas acheter leur matériel, je sais pas, dans les magasins de hard discount pour faire leurs expérimentations, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on arrête, nous, d'acheter du matériel de mauvaise qualité. T'as vu ce que tu dis, rejoins quand même la question de François là, qu'il a envoyé par erreur qu'à moi, sur comment faire pour identifier d'où vient une prise de son quand on est en stéréo, mais encore plus en focus group. Parce que je m'étais posé la même question, c'est-à-dire que si par exemple on est dans la situation idéale où on a 12 micros pour les 12 membres du focus group, est-ce qu'après on a un moyen d'identifier que le micro 1 c'était Benoît, le micro 2 Viviane, etc. Est-ce que quand on va écouter, est-ce qu'on garde la trace de quel micro enregistrait quoi ou pas du tout? Alors c'est vrai que ça j'en ai pas du tout parlé, mais il faut prendre des notes, c'est-à-dire que pendant la prise de son, on décide de mettre Benoît sur la 1 et Damien sur la 2, il faut le noter quelque part. C'est-à-dire qu'à la fin j'ai un signal 1 et un signal 2, mais il n'y a pas marqué Benoît ou Damien dessus. Donc il faut accompagner la prise de son de... Ça veut dire, dans mon logiciel, je vais être après capable de savoir que le son il vient de la piste 1 prioritairement? Parce que les autres micros, ils vont enregistrer en même temps, j'imagine. Oui, mais tu sauras que
tu sauras en amont que telle piste était, tel micro était branché sur telle personne parce que tu auras fait la prise de notes avant, je pense. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que dans mon logiciel, quand je vais écouter, Ouais. je vais être capable d'écouter que la piste 1 après. Ah oui, Je oui, sais oui. que Benoît, c'est la piste 1, Oui. et après, je vais pouvoir dire, je veux entendre que la piste 1, ou je veux voir que c'est la piste 1 qui parle le plus fort, donc que c'est Benoît. Oui, alors ça peut se voir parce que c'est lui qui parle le plus fort et tu peux n'écouter. C'est ce que je fais là dans l'exemple. Je n'écoute que la piste 2 ou que la piste 3 ou que la piste 1 ou tout ensemble. Une fois que tu importes toutes tes pistes dans le logiciel Reaper, tu les as toutes en vertical comme ça qui sont superposées. Tu peux rajouter ici par exemple Benoît, ici Damien, et là. Et en fait, alors, ce dont je me rends pas compte, c'est que ton logiciel, quoi, parce que moi, par exemple, là, j'ai un enregistreur stéréo, là, j'ai compris ça grâce à toi, mais j'ai un seul fichier. Non, oui, tu as un fichier, mais avec une piste stéréo qu'on voit. Alors, regarde, là, c'est la différence que tu vois. Oui, j'ai vu qu'il y en avait deux là, mais je peux pas les identifier clairement. Alors, tu peux pas les identifier, sauf si tu sais, et c'est pour ça que je le dis, il faut que tu saches comment était disposé ton enregistreur par rapport à ta scène. Et ça, tu peux le retrouver en effet si tu sens qu'il y a Benoît qui est un peu plus fort à gauche qu'à droite. Donc, tu peux te dire qu'il était à gauche de l'enregistreur. Mais le plus simple, ça reste de noter, de faire une brève description de ton dispositif. Voilà, j'avais. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais eu 10 micros, là j'aurais eu 10 pistes dans le même fichier. C'est ça. J'aurais eu 10 fichiers. Tu aurais eu 10 fichiers qui sont synchronisés, c'est-à-dire qui sont le T0 est le même pour tout le monde, mais tu aurais 10 fichiers, oui. D'accord. Tu vois, par exemple, une manière de dire autrement, sur Reaper, tu peux avoir deux prises de son qui n'ont rien à voir. Quoi. Ah bah oui. T'as un bord de mer en été, tu trouvais ça super bien, puis une super discussion pendant tes vacances d'hiver. Tu peux les mettre ensemble et faire parler tes copains, ta discussion qui a eu lieu en hiver, la faire comme si c'était au bord de la mer. Quoi. Tout à fait. Ouais, je sais pas si c'est plus clair, mais c'est une autre pratique de Reaper. Mais moi, je vois de quoi tu parles, oui. Qu'est-ce que je ne sais pas si on m'entend. Si, on m'entend. Oui, donc c'est François, c'était celui qui avait posé la question tout à l'heure sur la question des enregistrements pour localiser les différents intervenants et c'est-à-dire les identifier. En fait, je me permets d'intervenir pour préciser ma question. En fait, je parlais pas vraiment de la question du multipiste, du scénario avec micro-cravate pour chaque intervenant, mais vraiment pour l'enregistrement stéréo, c'est-à-dire que la localisation, pour peu que l'intelligibilité soit au rendez-vous, pour que la localisation permette, par exemple, dans un scénario de transcription, d'identifier celui qui parle. C'était plutôt ça ma question, et d'ailleurs c'était dans un contexte non pas de temps d'entretien en sciences sociales, mais par exemple, moi il se trouve que je suis éditeur et pas ingénieur BAPD, et par exemple dans le cadre de captation de séminaires ou d'intervention scientifique, voilà, dans un but de valorisation peut-être après. Donc, si je comprends bien, ça serait enregistrer un séminaire avec un intervenant qui parle et des gens qui posent des questions dans la salle, par exemple. Oui, et je voulais avoir votre sentiment là-dessus sur la possibilité dans un espace stéréo comment dirais-je, dans une optique de valorisation, donc non pas d'utilisation de la source comme matériau, mais de l'utilisation de l'événement capté comme retransmission de cet événement. Ah d'accord, c'est pas forcément pour transcrire, mais pour que les gens le réécoutent. C'est ça. Et puissent faire comme s'ils y étaient, quoi. C'est ça, je fais référence par exemple à la mode actuelle des podcasts, etc. Donc plutôt, non pas comme l'enregistrement comme matériau oui, je comprends bien. De l'enquête, mais comme témoignage ou captation. Alors si on veut entendre aussi bien l'intervenant que... Alors ça pose plusieurs problèmes parce que l'intervenant, il peut parler dans un micro lui-même avec une sono. Donc c'est-à-dire qu'il parle sa voix est amplifiée par une sonorisation. Assez intuitivement, je mettrais un enregistreur à mi-chemin entre l'intervenant et la salle, avec
avec si possible, donc comme je disais, c'est orienté, c'est-à-dire que ce qui est à droite de l'enregistreur sera à droite lorsqu'on va écouter au casque, et ce qui est à gauche sera à gauche quand on écoute au casque. Donc vous imaginez l'enregistreur entre la salle, entre le public et l'intervenant, orienté de cette façon-là, c'est-à-dire avec l'intervenant à gauche et la salle à droite. Mais bon, ça nécessite d'être un peu adapté à la situation parce que ça dépend d'où vient aussi comment est amplifiée la voix de l'intervenant. Oui, bien sûr. Je pensais à une discussion scientifique un peu comme un concert de musique acoustique en fait, c'est-à-dire que sans forcément de sonorisation oui, d'accord. de l'intervenant principal, et avec effectivement, d'où la question sur la stéréo, c'est-à-dire avec la question de la réverbération de la pièce, permettant aussi de localiser à la fois la personne principale qui parle et les éventuels intervenants. Souvent, ce genre d'événement se passe dans des tables rondes ou je pensais à une configuration un peu séminaire en fait. Alors une table ronde, ça se rapprochera un petit peu de ce que je parlais tout à l'heure avec les focus group. Donc si toutes les personnes parlent à peu près dans une configuration assez régulière, je ne sais pas, autour d'une table, un enregistreur au milieu de la table déjà vous donnera un aperçu assez fidèle de ce qui s'est passé. Encore avec toujours quand même en tête les choses dont je parlais tout à l'heure, avec un souci sur le réglage du gain, un souci sur la position par rapport au bruit de fond et au potentiel bruit parasite qu'il pourrait y avoir. Alors c'est paraît tout bête, mais les preneurs de son en musique, en studio, utilisent énormément leurs oreilles, c'est-à-dire que on commence par écouter déjà en se déplaçant pour essayer de trouver où est le meilleur point d'écoute pour ce genre de situation-là. Il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport à la question de Viviane. Si on enregistre quelqu'un et qu'on ne veut pas du tout l'équiper et qu'on veut que ce soit relativement discret, je pense que même, mais qu'on peut se rapprocher de la personne, un micro-cravate posé sur l'intervieweur, et si tant est qu'on se rapproche quand même assez près de l'interviewé, alors j'ai pas fait d'essai, donc je peux pas en mettre ma main à couper, mais ça peut donner quelque chose de tout à fait acceptable. Si on veut vraiment pas du tout, si on veut la chose la plus légère possible du point de vue de l'interviewé. J'avais coupé mon micro, pardon. Je disais, genre 1 mètre, par exemple, ça irait? Oui, je pense qu'un mètre, c'est bien. Après, il faut que la personne parle un peu fort. C'est-à-dire que si vous tombez sur une personne qui est un peu timide et qui parle pas très fort, ça va être plus compliqué, ouais. Mais juste qu'on soit clair, en termes de qualité de son, ce sera moins bien qu'un magnétophone posé sur la table. C'est juste que si on veut avoir un dispositif très léger et peu visible. Oui, ça sera moins bien qu'un microphone rapproché de la personne. Ouais, d'accord. Ouais. Après, en y réfléchissant, ça peut donner des idées, mais alors là, on sort un peu du cadre. On pourrait imaginer le développement d'un système de micro qui est posé sur l'intervieweur et qui est très directif. C'est-à-dire, à partir du moment où vous parlez à la personne, le micro pointe vers la personne que vous interviewez. Et là, j'avoue, je ne sais pas si ça existe. Moi, j'ai vu des choses, mais il y a très longtemps, des systèmes de microphones très directifs dans les gares, par exemple, dans les bornes d'accueil des guichets de gare. Donc on pourrait très bien imaginer un développement d'un micro spécifique pour les interviews. Mais bon, on sort peut-être un petit peu du cadre. Quoique, si ça améliore les trucs sur la table. Oui. Un système portable, c'est-à-dire que l'intervieweur s'équipe, mais une fois qu'il est équipé, il peut bouger. Et à partir du moment où il parle dans la direction de la personne qui veut interviewer, c'est-à-dire donc ça, j'imagine, ça peut être un système de micro ou 2 micro-cravates ou plusieurs micro-cravates qui. Mais bon, là, je m'avance un peu peut-être sur la solution. Et juste que j'ai bien compris, le petit trépied là, ça permet d'enlever les bruits. Par exemple, la personne, parce que ce que j'ai souvent, moi, c'est la personne qui pourra appuyer ce qu'elle dit, tape un bon coup sur la table avec le poing.
et là qui annule tous les bruits, ça va me le réduire ou ça va carrément me l'annuler ou... Alors si le trépied est posé sur la même table qui est heurtée, je ne pense pas. Il faut que ce soit un pied alors posé ailleurs que sur la table. Là par exemple, je tape sur la table là. Je sais pas comment ça se passe dans votre cas, dans ton cas. On entend que tu tapes sur la table, mais on n'entend pas si qu'on continue à t'entendre. Nous en sociaux, ce qui compte pour nous, c'est d'être capable de comprendre ce que dit la personne. C'est un bon essai. Alors après j'avais le coupe bas. Et si j'enlève le coupe bas. Ouais, c'est pire. C'est pire pour moi. D'accord. Donc là, tu captes un bruit en interne aussi de. Oui. C'est sympa, mais. La vocation du trépied, c'est de rapprocher le capteur de la bouche, quoi. C'est ça. Ça peut être. Et d'enlever les bruits. Moi, ce que j'en comprends, c'est quand même d'enlever tous les bruits faibles. Par exemple, là, le bruit de la gourmette que donnait comme exemple, qui traîne sur la table, ça on va le perdre quand même. Oui. Même si c'est sur la même table. Oui. Oui. Suffisamment, quoi. C'est-à-dire que c'est pas pour du son radio, mais que ça va moins perturber l'écoute. Oui. Après, il y a une raison pratique, c'est que un microphone comme ça, si je le pose sur la table, c'est quand même, c'est pas forcément très optimal. Il faut le poser pour qu'il puisse. Alors, je vous montre très concrètement ce que j'utilise jusqu'à présent. C'est un microphone comme ça, posé sur un petit pied, d'accord, et qui est devant moi, voilà. Et je pourrais pas le poser sur la table, ce microphone-là, ça ne serait pas pertinent parce qu'il est, en plus de ça, il est hyper cardioïde, donc il faut qu'il me regarde le micro en fait. Donc pour que le micro me regarde, il faut qu'il soit posé sur un pied. Je vois l'heure qui avance. Et alors, oui. En quelques mots, pas beaucoup, il y a la reconnaissance, enfin la saisie directe depuis des déficits audio, ça fait beaucoup de progrès. Je sais qu'en linguistique, vous êtes quand même assez optimiste. Tu peux nous en dire deux mots, quoi, dans quelle mesure on pourrait donner notre fichier audio à un logiciel de retranscription et qu'il se débrouille tout seul Je pense que ça peut donner. Alors, si tant est que la prise de son est propre, c'est-à-dire qu'il y a le moins de bruit de fond possible et qu'on a optimisé le rapport signal sur bruit, il y a des choses qui fonctionnent, je pense, très très bien. Alors, sur l'ordinateur que j'utilise là, il y a un système intégré qui est la dictée vocale où je peux parler à l'ordinateur et il écrit ce que je suis en train de dire. Donc j'imagine que ça doit être assez simple de trouver des outils où on n'est pas obligé de parler à l'ordinateur, on peut lui jouer un son en fait qu'on a enregistré et il va transcrire automatiquement ce qui a été dit. Après, mes connaissances dans ce domaine-là sont limitées. Voilà, récemment j'ai utilisé ça pour transcrire j'avais des questionnaires en fait, j'avais 150 questionnaires avec des gens qui notaient. C'était un questionnaire émotionnel où les gens donnaient une note entre 1 et 5 sur 60 termes. Donc je disais les notes à haute voix et ça m'écrivait les notes sur l'écran, donc c'était très pratique. Ouais, c'était bien ça. J'ai trouvé ça très pratique et je pense, sans trop m'avancer, qu'on doit pouvoir lui jouer un son. C'est-à-dire jouer le fichier son qu'on a enregistré sans être et pour qu'il fasse de la transcription mais il y a des choses qui sont faites. Après j'ai pas trop d'exemples plus précis, je suis désolé. Ça va motiver tout le monde à mettre des micro-cravates Ouais. si ça peut faire raccourcir la retranscription. Quoique c'est une phase d'analyse pour nous aussi, la retranscription, mais quand même. Là j'étais avec le micro-cravate, je lisais les feuilles là et les unes après les autres et ça m'écrivait toutes les notes. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions là, chez les participants. Je viens de recevoir par mail une question de Nina qui a dû nous quitter et qui demande si les slides seront accessibles sur le site web de Maté. Donc, c'est une question pour toi, Julien. C'est pour moi, pardon, mais oui, bien sûr. D'accord. Et généralement, quand arrive ce genre de questions, c'est que ça, on a la fin du séminaire. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment. Donc, ton approche, l'approche théorique du son a vraiment permis, je pense, de comprendre
comment ça fonctionnait à la fois la voix et l'écoute. Oui. Et pourquoi en fait, maintenant je sais pourquoi il y a des mots que je n'entends pas. Je sais que j'ai loupé certaines fréquences et que le spectre de ma prise de son était pas bon et donc j'ai pas pu comprendre vraiment le mot dans mon entretien. Ok. Je vais te rendre ça là, j'en ai plus besoin maintenant. D'accord. Merci. Et tu sais que voilà, nous on peut très bien prêter du matériel. Vous avez la chance, Soliste, d'avoir la plateforme en dessous de vous et on peut très bien vous prêter de l'équipement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout racheter. Enfin, ça c'est de l'équipement mutualisé et c'est fait pour ça. Hein. Les vénards. Du coup, je sais pas, au niveau national, est-ce que dans tous les MSH où il y a des services, des services audio, soit ou de communication, ou des plateformes, on peut se rapprocher pour emprunter le matériel, mais en tout cas, je pense que des fois, ça vaut le coup d'en parler. Oui. Bah, il y a un réseau des plateformes qui s'appelle Cogito. Peut-être que ça peut être une question intéressante, qui diffuse le fait qu'ils existent à d'autres disciplines que celles avec lesquelles on travaille d'habitude, pour qu'on puisse donner ce genre d'idée-là. Oui. D'accord. Jean-Philippe te remercie. Avec plaisir. Bien, je crois qu'on va arrêter là. On ne fait pas d'annonce pour les prochains tutos parce que le programme n'est pas encore prêt. Mais quasiment. Mais quasiment, ouais. Voilà, donc merci à tous, ceux qui restent, et puis à bientôt et bonne fête de fin d'année. Merci Benoît, merci à tous. Ouais, merci.